ce topo qui va être beaucoup plus prosaïque que le précédent, même si j'utilise les mêmes méthodes. Et je suis d'accord sur le fait que les méthodes statisticiennes sont plus puissantes, plus adaptées aux données moléculaires que les données morphologiques. Alors, le titre, vous noterez, ne correspond pas au résumé parce qu'il fallait que je trouve une cohérence, raconter une histoire un petit peu plutôt que de présenter une succession d'arbres. Et donc, je vais vous raconter l'histoire de notre accroissement des connaissances concernant l'évolution de la fonction venimeuse au sein des squamates. Et vous verrez que là, les molécules et la morphologie ne sont pas vraiment en contradiction, avec une jolie photo, mais il y en aura beaucoup d'autres. Alors, l'état actuel de la phylogénie des tétrapodes, c'est celle-là. Alors, c'est un consensus, il y a un seul arbre, mais ici, on a donc les amphibiens. Les données moléculaires tendent à donner les grenouilles les anoures avec les urodèles, mais ce n'est pas encore très robuste. On a les mammifères qui restent à la base des amniotes, les lépidosaures qui vont nous intéresser, et puis là, on a la grande nouveauté de ces dernières années, c'est la tortue qui a changé de place, et qui se retrouve, qui forme un clade avec les oiseaux et les crocodiles. Là aussi, les données moléculaires ne résolvent pas les relations de parenté entre ces trois groupes, mais la morphologie est très forte pour rapprocher les oiseaux et les crocodiles. Voilà. Donc tout ça pour situer le groupe qui va nous intéresser, les lépidosaures, qui comprend les sphénodons ou tuatara qui vivent en Nouvelle-Zélande, deux espèces, dont une qui a failli disparaître, parce qu'elle était sur une petite île qui n'était pas prioritaire pour la conservation de l'espèce. Et puis tout le reste, les squamates, donc 8400 espèces, avec les serpents, un groupe qui a bien réussi, plus de 3000 espèces, les lézards, entre guillemets, parce que vous verrez qu'il s'agit d'un groupe paraphylétique, en fait les serpents sont une sorte de lézard, et puis les amphisbènes, un groupe fouisseur très intéressant, mais que nous n'aborderons pas aujourd'hui malheureusement. Un groupe qui est très intéressant d'un point de vue biogéographique, mais peu riche en espèces. Alors, comme on parle de la fonction venimeuse, on va commencer par les animaux venimeux bien connus que sont les serpents. Alors, on a deux grands groupes de serpents. Les scolécophidiens, qui sont peu connus, qui sont des petits serpents qui font en gros 30 cm, qui sont exclusivement fouisseurs et qui se nourrissent de petites proies, des larves de termites ou de fourmis, avec une fréquence des repas qui est très rapprochée. Donc, ils ne correspondent pas du tout à l'idée qu'on se fait du serpent traditionnel qui est en bas. Donc, j'ai pris carrément l'opposé. La tête est là. C'est une vipère rhinocéros avec une ouverture de la bouche pratiquement à 180 degrés. Et alors les vipères, on a des spécimens, on a retrouvé des proies qui faisaient 150% du poids du corps du serpent. Alors là, c'était l'extrême, enfin 100%, ça passe sans problème chez les vipères. Donc voilà, on a deux grands groupes de serpents. Alors qu'en est-il au niveau de la phylogénie? Donc ça, c'est tout nouveau. Donc c'est à l'aide de méthodes statisticiennes qui permettent des datations. On a utilisé donc des gènes nucléaires qui sont plus adaptés à la résolution de relations de parenté anciennes. Donc on a une origine des serpents en gros 150 millions d'années, ce qui est en accord avec la paléontologie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici on a les serpents traditionnels, les Alethinophidia, représentés par la vipère sur la diapo précédente. Eh bien, on a une division principale entre un groupe sud-américain et un autre groupe, cosmopolite actuellement. Mais quand on fait la datation, on a là cette séparation Amérique du Sud contre le reste de 106 millions d'années, c'est-à-dire la période où l'Amérique du Sud et l'Afrique se séparent. Donc pour copier nos collègues mammalogistes, on les a appelés Amérophilia pour l'Amérique et les Afrophilia. Et le temps de divergence entre Amérophilia, Afrophilia et Afrotheria et Xenartre, c'est la même chose, c'est 106 millions d'années, donc là un bel événement de vicariance. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est que tous les serpents traditionnellement reconnus comme venimeux appartiennent à ce groupe-là, qu'on appelle serpents avancés, parce qu'ils sont venimeux, tout simplement. Vous voyez que là, ils sont groupe frère des bois et pitons, ils ne sont pas plus récents, pas plus évolués. Là, des jolies images pour vous présenter. Le plan de base serpent, il est très simple, c'est un tube qui leur a permis d'envahir tous les milieux, aquatiques, terrestres, arboricoles, fouisseurs. Et comme c'est un tube, il est très soumis au phénomène de convergence. Alors là, on a deux animaux
qui n'ont rien à voir d'un point de vue phylogénétique. Là, c'est une couleuvre, entre guillemets. Là, c'est un élapidé, donc c'est la famille des cobras, des mambas, qui vivent au même endroit et qui se ressemblent bigrement. Un autre exemple, là, pareil, ce sont deux animaux qui n'ont rien à voir d'un point de vue phylogénétique. Et ce sont les deux seuls genres de serpents à présenter cette morphologie de la tête, et ils vivent en Saint-Patrie, en Amérique du Sud. Voilà, c'était juste pour illustrer évidemment, avec un plan de base très très simple, les solutions morphologiques sont très peu nombreuses, et donc on a souvent la même chose, indépendamment de la phylogénie, d'où l'intérêt des données moléculaires pour étudier ces animaux. Donc les serpents venimeux, traditionnellement, appartiennent tous à ce groupe qu'on appelle serpents avancés, qui compte plus de 2600 espèces sur 3150 de serpents. Donc la grande majorité des serpents, ce sont ces serpents avancés, qui comprennent un petit groupe là, de 3 espèces qui vivent dans le sud-est asiatique en eau, qui sont des espèces aquatiques, et puis les 4 groupes là, qui vont nous intéresser, que je vais illustrer. Les Atractaspididés du Moyen-Orient, les élapidés sont les cobras, mambas, serpents corail, les vipères et crotales, et puis un groupe poubelle, les couleuvres. C'est-à-dire que c'est un groupe qui a été défini par une absence de caractère, l'absence de la présence d'un appareil venimeux en position avancée sur le maxillaire. Et c'est toujours une mauvaise idée de définir un groupe sur la base d'une absence. Alors en parlant de choses bien linéaires, voilà la conception classique de l'évolution du venin chez les serpents. On part du plus simple et on va vers le plus compliqué. Donc le plus simple, ici, on a donc cet os en grisé qui est le maxillaire. C'est une absence de différenciation de la denture sur le maxillaire. Là, on passe une étape, c'est un petit peu mieux. C'est l'appareil de type opistoglyphe. On a toujours un grand maxillaire et puis on a une dent agrandie à l'arrière du maxillaire, ce qu'on retrouve par exemple chez la couleuvre de Montpellier, chez nous. Et puis ensuite, alors là, c'est vraiment mieux. En rouge, donc là, j'avais pas la place. C'est appareil venimeux en position avancée sur le maxillaire. On a le maxillaire qui se réduit. Avec là, on a un crochet relativement court parce que le maxillaire est fixe, ne bouge pas. Et il faut que le serpent, quand même, ferme la bouche la plupart du temps. Et puis là, on a l'appareil de type solénoglyphe, qui est l'équivalent fonctionnel d'une seringue hypodermique, avec un maxillaire très réduit. Et puis, lors de l'ouverture de la bouche, ce maxillaire va effectuer une rotation et on va avoir le crochet aussi qui va suivre le mouvement du maxillaire. Donc là, on peut parler de piqûre pour cet appareil de type solénoglyphe qu'on trouve chez les vipères. Alors là, je vais revenir sur les quatre groupes principaux de serpents venimeux. On a les Atractaspididés, un petit groupe énigmatique, fouisseur, qui vit en Afrique et Moyen-Orient, donc qui a été peu collecté du fait de leur répartition et du fait de leur mode de vie fouisseur. Et on voit que c'est un groupe qui a posé problème du fait de la diversité des appareils venimeux trouvés. C'est-à-dire qu'on a là 2 genres avec un appareil venimeux de type solénoglyphe, donc qu'on trouverait plutôt chez les vipères. Ce genre-là, un appareil venimeux de type protéroglyphe, donc c'est le crochet court placé sur un maxillaire réduit à l'avant du maxillaire qu'on trouve chez les cobras et les mambas. Et puis on a un autre groupe qui présente les types aglyphes, opistoglyphes, donc on a 70 espèces qui présentent toute la diversité des appareils venimeux. Et d'un point de vue phylogénétique, ce groupe a été régulièrement associé aux élapidés, aux vipères ou aux couleuvres. On avait le choix. Donc les voilà. Donc c'est un animal fouisseur avec une tête arrondie, une coloration sombre, typique d'animaux fouisseurs. Alors, un groupe plus connu sont les élapidés, 350 espèces, donc ils sont plus riches que les Atractaspididés. Et on a 2 groupes, un qui est présent en Afrique, Asie, Amérique, sont les serpents corail, tous les cobras, les mambas. Et puis un groupe très intéressant qui s'appelle hydrophiné parce qu'il comprend les serpents marins, mais pas que les serpents marins. On a aussi tous les serpents terrestres qui vivent en Australie, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Mélanésie. Alors là, les serpents illustrent un phénomène très courant, c'est le retour secondaire au milieu marin. Il s'est effectué 2 fois indépendamment au sein de ce groupe. Alors voilà 2 représentants. Là, c'est le cobra royal, roi des serpents, qui mange d'autres serpents, qui peut faire 5,50 m adulte. Quand un éléphant marche dessus, l'éléphant meurt, le serpent aussi. Et là, on a les trichoriés de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un des 2 groupes de serpents à être retourné au milieu marin. Un autre groupe, donc, ce sont les vipères, qui présentent l'appareil venimeux de type solénoglyphe, avec les crotales qui ne comprennent pas seulement les serpents à sonnettes, ce sont, en anglais, donc les pit vipers. Ce sont des vipères avec des fossettes thermosensibles.
donc qui permettent de détecter des variations de température de l'ordre du centième de degré à 1 mètre. Alors, s'ils se nourrissent à l'âge adulte de mammifères, surtout, donc non seulement la proie n'a aucune chance, mais en plus, les organes visés sont les plus chauds, c'est le cerveau et le cœur. Donc, ce sont de jolis petits missiles. Le groupe frère, Azemiops, bon, un seul genre, et puis les vipères, donc là, c'est la vipère française, par exemple. Voilà. Donc, mais tout ça, c'est assez uniforme d'un point de vue de la denture, c'est solénoglyphe. Et au niveau des milieux aussi. On a des animaux terrestres, arboricoles, terrestres. Par contre, alors, sont des prédateurs à l'affût qui font une taille d'environ 1 mètre et qui sont très promptes à la convergence. Ces deux-là, donc il y en a un asiatique, l'autre d'Amérique du Nord, ils n'ont rien à voir. Ces deux-là sont asiatiques, ils n'ont rien à voir entre eux d'un point de vue phylogénétique. Celui-là est en Amérique du Sud, celui-là en Amérique centrale, ils n'ont rien à voir entre eux. Bon, et on peut continuer. Donc une morphologie très très conservée pour ces animaux. Et puis le groupe poubelle dont je vous parlais. Donc c'est 2000 espèces sur 3150 espèces de serpents. Donc comme c'est un groupe poubelle, on ne peut pas dire qu'il est vraiment réussi. On a un grand nombre de lignées là, qui étaient donc reconnues, comme on avait une absence d'appareils venimeux, c'était des sous-familles, donc une flopée de sous-familles, présentant donc une absence d'appareils venimeux en position avancée sur le maxillaire, donc un appareil de type aglyphe ou opistoglyphe. Bon, voilà une grande diversité de ces animaux, donc qui peuvent être fouisseurs se nourrissant d'amphibiens, arboricoles se nourrissant de limaces et d'escargots, arboricoles de lézards, fouisseurs de vers de terre, omnivores, enfin on a une très grande variété. Là, entre parenthèses, c'est un groupe monophylétique endémique du continent américain. Donc là, on a une réelle diversité au sein d'un clade. Alors, je vous avez montré l'échelle tout à l'heure de progression de l'appareil venimeux. Donc on part d'un stock sans appareil venimeux ou avec une dent agrandie à l'arrière du maxillaire pour passer à l'appareil venimeux en position avancée. Alors là, on avait deux hypothèses distinctes. Une origine commune de cet appareil venimeux en position avancée ou bien un petit raffinement avec deux apparitions indépendantes. Donc sachant qu'on a 3 groupes de serpents présentant un appareil venimeux en position avancée. Donc ça, c'est une phylogénie qui est... donc c'était un arbre de maximum de vraisemblance avec 7 gènes nucléaires. Donc tous les nœuds là, sont bien soutenus. Et en rouge, on a les serpents considérés comme venimeux. On a 3 groupes, c'est apparu 3 fois indépendamment. Ce qui est intéressant, c'est que les vipères, donc, qui représentaient un petit peu le climax, l'apex de l'évolution des serpents, avec leur seringue hypodermique, c'est un vieux groupe. Donc on a une sorte de retournement de l'échelle. Et donc tout ce qui n'est pas en rouge, c'était considéré comme des couleuvres, et donc c'était facile, il suffisait de les changer de rang, de leur donner des noms de famille pour toutes les sous-familles de couleuvres. Voilà, donc on a 3 lignées de serpents avec un appareil venimeux en position avancée. Ça a apparu 3 fois indépendamment, dont une fois tôt pour les vipères. Là, c'est la même chose, mais on regarde ce qui n'est pas venimeux. C'est une autre phylogénie, mais qui présente la même topologie. Et on voit que les appareils aglyphes et opistoglyphes se baladent joyeusement dans l'arbre. Donc au niveau systématique, phylogénétique, ils n'ont aucun intérêt. Alors ce qu'on voit encore mieux avec un groupe ici, donc endémique du continent américain, un groupe très riche. Si on plaque dessus ces caractéristiques, aglyphes ou opistoglyphes, on voit que ça bouge beaucoup, beaucoup. Donc ce sont des termes qui sont inutiles d'un point de vue phylogénétique. Quand on passe au niveau descriptif, alors ces 2 termes définissent une très grande richesse de structure. L'absence d'agrandissement de dents à l'arrière du maxillaire, des dents agrandies à l'avant du maxillaire, à l'arrière du maxillaire, à l'avant et à l'arrière, au milieu et à l'arrière, au milieu uniquement, etc. On a des sillons sur toutes les faces des dents, et ce qui est aussi intéressant, c'est que deux dents contiguës agrandies, l'espace entre elles forme l'équivalent fonctionnel d'un sillon inoculateur de venin. Alors c'est ce que je vous présente là. Ça c'est le boomslang, avec 2 grandes dents agrandies à l'arrière du maxillaire et qui a été responsable d'envenimation mortelle sur un herpétologiste, puisque c'était une couleuvre qui était considérée comme non venimeuse. Donc la personne n'a pas fait attention en le manipulant et en est morte. Alors, on va maintenant comparer ce qui est appareil venimeux en position avancée et puis les couleuvres. Alors ça, c'est paru cet été dans Nature. Et bien, en fait, au niveau des dents,
les crochets présents à l'avant du maxillaire et les dents agrandies sur le maxillaire sont homologues, ont une origine embryologique commune. Donc c'est la même chose. Au niveau des glandes venimeuses, alors là on a les élapidés, Cobra mamba, les vipères, Atractaspis. Donc la glande venimeuse, elle est homologue, avec une grande lumière et surtout la présence de cellules séreuses responsables des sécrétions de protéines, donc des toxines. Chez les couleuvres, on a ce qu'on appelle la glande du Vernois, qui est homologue des glandes venimeuses, qui peut être absente, mixte, c'est-à-dire présenter des cellules séreuses et des cellules muqueuses, ou purement séreuses. Pour rendre les choses plus complexes, ce développement de la glande du Vernois n'est pas corrélé à l'agrandissement des dents. Donc on peut avoir une glande bien toxique, très séreuse, sans avoir un agrandissement de dents, et l'inverse. Et puis on a une très belle étude de morphologie datant des années 60, qui a étudié donc les colubridés, entre guillemets, et sur 117 espèces, il s'est trouvé que 100 possédaient une glande du Vernois bien différenciée, avec présence de cellules séreuses, et que sur 134 espèces sur 177 possédaient des dents agrandies à l'arrière du maxillaire, 93 d'entre elles avec des sillons. Donc ça commence à faire beaucoup pour des animaux non venimeux. Et quand on regarde la dose létale 50 par intraveineux, c'est-à-dire la quantité de venin nécessaire à la mort de souris dans un temps donné, donc plus la dose létale 50 est faible, plus la sécrétion est toxique. Donc ici on a les élapidés, ici les vipères, on voit qu'on a certaines couleuvres avec des doses létales 50 qui sont équivalentes, voire plus faibles. Alors quand on regarde maintenant du point de vue médical ce que ces animaux ont fait, on a déjà eu donc 5 espèces responsables de décès, et dans le cas d'envenimation locale ou systémique, on a plus d'une centaine d'espèces. Je n'ai pas fait le compte exact, puisque ça augmente régulièrement, quelle que soit la denture, et appartenant à plusieurs familles, donc indépendamment de la phylogénie aussi. Et puis en plus, les modèles, j'appelle ça modèles, mais ils ne sont pas forcément volontaires, mammaliens ne sont pas adéquats, puisque la plupart des serpents sont de petite taille et se nourrissent, par exemple, d'insectes ou d'escargots, ou de petits lézards, petites grenouilles. Donc il faut chercher d'autres indices indépendants du modèle mammalien. Ça peut être la présence de cellules séreuses et la présence d'une denture maxillaire différenciée qui pourrait favoriser l'écoulement du venin. Alors si on plaque ça, c'est la même phylogénie, elle est représentée différemment, mais c'est la même que celle que je vous ai présentée auparavant. En rouge, on a les serpents qui sont considérés comme venimeux, c'est 630 espèces. Et en fait, quand on plaque la présence de cellules séreuses supralabiales, ça apparaît dès l'origine du groupe des serpents avancés, et la denture différenciée à la base aussi. Donc en fait, on a toutes les lignées de serpents avancés qui sont venimeuses. Donc il faut en rajouter 1900 aux 630 précédentes. Et en fait, les réversions, les disparitions complètes, l'absence d'un appareil venimeux, c'est très rare. Alors donc ça date de 2002, la première fois. Donc là, on a raffiné les choses avec les toxines, directement. Et on voit, donc ici on a les vipères, on voit que la majorité des toxines apparaissent tôt dans l'arbre. On a quelques raffinements ensuite, on a quelques toxines particulières. Alors chez Atractaspis, on a les saraphotoxines par exemple, qui sont des cardiotoxines. Mais donc les données plus modernes de toxicologie confirment les données qui avaient été faites sur la base d'histologie des années 60. Et quand on regarde la perte complète de tout système venimeux, à chaque fois c'est lié à un changement de régime alimentaire. Donc ce sont les croix violettes, ça se nourrit de limaces et d'escargots. Ici ce sont des élapidés, donc c'est le groupe des Cobra mamba, mais qui se nourrissent ou de lézards pour le genre terrestre, ou de poissons pour l'espèce marine. Dans les deux cas, on a disparition des toxines. Ici on a une ligne américaine qui se nourrit de limaces et d'escargots, et là on a un groupe nord-américain, ce sont les meilleurs constricteurs au monde, et ils ont perdu secondairement le venin. Et puis en haut, on a un serpent africain qui se nourrit d'oiseaux. Là, il a tout perdu, pas seulement le venin, mais aussi les dents. Et puis là, c'est joli, ce sont des images de résonance magnétique nucléaire. Bon, c'est utile pour publier dans des bonnes revues. En conclusion, l'appareil venimeux, il est apparu tôt chez les serpents. Il y a eu un bricolage intensif, donc ça date de 100 millions d'années, il y a eu un bricolage intensif depuis.
Et paradoxalement, pour étudier le venin, maintenant ce qui reste de plus intéressant, c'est d'étudier les serpents considérés comme non venimeux, c'est-à-dire 1940 espèces sur 3150 qui ont été complètement négligées d'un point de vue toxicologique. Alors, le titre du topo, c'était l'évolution de l'appareil venimeux au sein des squamates, parce qu'on n'a pas que les serpents qui sont venimeux. Donc celle-là, vous l'avez déjà vue, mais c'est pour dire qu'on va aller voir ailleurs, on va aller voir les lézards. Et là, on a un groupe énigmatique, c'est 2 espèces de lézards qui vivent en Amérique du Nord, en Amérique centrale, et on sait que ce sont des animaux qui sont venimeux. Ça pose aucun doute, c'est pas une nouveauté. Les glandes venimeuses, elles sont mandibulaires, donc elles sont en bas par rapport aux serpents. Et donc, très logiquement, en appliquant un principe de parcimonie, le venin est apparu 2 fois chez les squamates, une fois chez les serpents, plus tôt que ce qu'on pensait, et puis une fois chez ces 2 espèces bizarroïdes américaines. Alors voilà la conception générale, basée principalement sur la morphologie des squamates. Alors il y a une dichotomie, donc on a ici le cénodon de Nouvelle-Zélande, enfin les cénodons, les 2 espèces, et on aurait un mode ancestral de préhension des proies à l'aide de la langue, qui serait conservé chez les iguanes. Donc là, la langue, elle est occupée au rôle de préhension des proies. Et puis ici, c'est la barre verte. On passe à un mode de préhension à l'aide des mâchoires, ce qui permet de libérer de ce rôle la langue, qui peut prendre un rôle dans l'olfaction. Donc c'est une sorte de saut évolutif. Donc là, on a un groupe de perdants, en gros, les iguanes, les pauvres vieux iguanes primitifs. Et puis là, les scléroglosses, donc avec 7000 espèces qui ont bien réussi partout, grâce à la libération du rôle de préhension des proies occupé par la langue, pris par la langue chez le cénodon et les iguanes, qui disparaît, enfin une contrainte qui est levée et qui permet donc à ce groupe d'exploser. Alors ça, c'était une conception qui a été reprise, c'est récent, dans un PNAS de 2005, on retrouvait ça. Alors ça, c'est une phylogénie moléculaire à l'aide de gènes nucléaires. C'est la même chose que ce que je vous ai montré avec les serpents. Là, on a toutes les familles de squamates. Et les iguanes, ils sont là. Donc, il n'y a pas de scléroglosse, ou sinon, les scléroglosses sont à la base, et c'est le cas. Donc, en fait, d'un groupe primitif, les iguanes, c'est un groupe qui est très spécialisé et qui occupe une niche qui était libérée, qui était libre. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent d'insectes, principalement d'insectes dont les autres squamates ne veulent pas. Des hyménoptères, des choses comme ça. L'autre chose intéressante, on a là les lézards venimeux, les hélodermes et les serpents. Donc on a bien, ils sont pas groupes frères. On confirme. Et alors ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un groupe avec les iguanes, donc le groupe qui comprend les hélodermes, mais pas seulement, les varans aussi, et puis les serpents, ça forme un groupe monophylétique. Quand on regarde l'histologie, tous les autres groupes là on a toutes les lignées de squamates, toutes les autres lignées ont uniquement des cellules muqueuses, que ce soit au niveau supralabial ou infralabial. Et là on a d'autres couleurs, voilà c'est schématique, mais on a d'autres couleurs qui apparaissent, que ce soit rouge ici, orange ou rose, sont des cellules séreuses. Donc ça c'est l'histologie. Donc la phylogénie nous donne ce grand clade, l'histologie nous dit que là on a des cellules séreuses, et la toxicologie nous montre que ce groupe-là, qui comprend les iguanes, les anguimorphes et les serpents, possèdent déjà un grand nombre de toxines, dont la crotamine qu'on a trouvée chez un iguane, alors qu'on la connaissait précédemment que chez les serpents à sonnette. Donc l'origine du venin, le venin n'est pas apparu avec les serpents, il est apparu avec ce groupe-là, donc on a appelé Toxicofera, ceux qui portent le venin. Donc ça, voilà, ça date de 2006. Alors ceux qui ont été le groupe de lézards là, pour cette étude qui a été le plus étudiée, c'était les varans, avec une glande venimeuse donc, qui est en bas par rapport aux serpents. D'un point de vue biologie, ça ne posait pas de problème parce que ce sont des prédateurs de grosses proies, et d'ailleurs il y avait d'autres caractéristiques qui traditionnellement, c'est bientôt la fin, les rapprochaient des serpents. Donc ça en était une de plus, l'appréhension de grosses proies. Ce qui pose plus de problème sont les iguanes, comme je vous l'ai dit, la plupart sont insectivores, certains sont herbivores, bon, il y en a une minorité qui sont prédateurs de proies relativement grosses. De toute façon, les glandes là, qui sont présentes à la fois en haut et en bas, chez les iguanes, sont de petite taille, et donc la présence de toxines, elle est relictuelle, très probablement, il n'y a plus aucun rôle dans l'appréhension des proies. Donc en conclusion, le venin, il est apparu une seule fois chez les squamates, et ça fait longtemps,
Hein, ce n'est pas 2 fois indépendamment il y a 100 millions d'années, c'est une fois il y a environ 170 millions d'années, donc au Jurassique. Et le groupe des Toxicofera, il comprend 58% des squamates, ce qui ne veut pas dire que 58% des squamates soient venimeux. Hein. Alors, chez les anguimorphes, les glandes venimeuses, elles sont en bas. Chez les iguanes, on a des petites glandes qui peuvent être séreuses en haut et en bas, mais qui n'ont plus un rôle, enfin qui n'ont pas de rôle fonctionnel actuellement. Chez les serpents avancés, on a des glandes venimeuses en haut. Chez les autres, on n'en sait rien. Enfin, en particulier, les glandes infralabiales n'ont pas été étudiées. Donc, c'est la même logique que pour les serpents. Pour étudier le venin, il faut étudier les animaux qui n'étaient pas soupçonnés de posséder cette propriété venimeuse. Voilà, je vous remercie pour votre attention.